Ego, l'homme qui plantait des arbres. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues, monotones. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille, et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y en avait bien une de fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'est très bien. C'était un beau jour de juin avec grand soleil. Voilà. On fait l'ambiance, tout ça, un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Mais ça, c'est bien, un petit temps comme ça. Et je rentre après. C'était un beau jour de juin avec grand soleil. Et sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau, et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde, et un peu plus tard il me conduisit à sa bergerie. Cet homme parlait peu. C'était le fait des solitaires.
mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il me fit partager sa soupe, et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. En effet, le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche, et au surplus je connaissais parfaitement le caractère des rares villages dans cette région. Dispersés, loin les uns des autres, ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. Les hommes vont porter leur charbon à la ville, les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église. Par là-dessus, le vent, également sans repos, irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Il reprend un peu, voilà, il reprend le truc du quotidien. Le berger alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je me proposai pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistai pas. Ce fut là toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher.
quand j'ose pas définir. Ça, c'est bien. Mais on attend les 5 coups après de Richard. C'est ça, Ding dong dong dong, 5, 6. le réveil, quoi. Voilà. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire. Non, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et m'invita à l'accompagner. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne le savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi 100 glands avec un soin extrême. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, et puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Je lui dis que, dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres, que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans.
Sorti de la guerre, je me trouvais avec le grand désir de respirer un peu d'air. Petit bruit peut-être là de Richard. J'ai repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger, planteur d'arbres. Eh bien, il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres, car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi. Le spectacle était impressionnant. Nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains de l'âme et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Les hêtres m'arrivaient aux épaules, les chênes étaient drus, et il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans. Tendres comme des adolescents et très dessinés. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Et la création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche. Je vis couler de l'eau dans les ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Et la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir, ni douter. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. En 1933, il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle, comme il l'appelait. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, il y avait aussi un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles,
Et puis on décida de faire quelque chose et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. J'avais un ami parmi les forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913. Le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert. Mais maintenant, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes dernières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien, cependant, dans cette région jadis en ruine et désolée, Vergonce. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Il était sauvage. Il se détestait, vivait de chasse à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Tout était changé. Tout. L'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Et enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Ouais, je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante. Et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul, symbole incontestable d'une résurrection. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs, délabré et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, des légumes et des fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. Sur les flancs de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges qui retiennent les forêts, se sont remises à couler.
On en a canalisé des eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines s'est fixée dans le pays, apportant jeunesse, mouvement, esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Alors, quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, quand je pense qu'il a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, eh bien malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. Très bien. Ben écoute, c'est pas mal, hein? Ben ouais, tu réécouteras au niveau du rythme, moi ça m'a l'air pas trop mal. C'est pas mal du Après, tout.